Dans la première vidéo sur la gestion axée sur les résultats, nous avons été initiés à la méthodologie Plan, Do, Check, Act et avons parcouru certains éléments de la première position, à savoir la phase de planification, comme l'importance de développer une vision commune, de construire la culture d'entreprise et de ne pas oublier les valeurs et l'éthique. Et nous avons également pensé à donner une direction. Dans cette vidéo, nous ajoutons quelques étapes à cette première position en nous concentrant sur la gestion basée sur la confiance afin de ne pas tomber dans la micro-gestion. Une première étape très importante consiste à penser à établir des normes d'équipe. Une nouvelle réalité exige de nouvelles règles, entre guillemets, et vous établissez ces nouvelles règles ensemble. Nous passons d'un leadership vertical à un leadership horizontal. Les normes définissent des attentes claires quant à la manière dont vous allez travailler avec votre équipe, de sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et aligné sur la manière dont nous allons travailler ensemble, ce qui permet d'éviter les erreurs de communication et les frustrations. Elle constitue également un excellent tremplin pour construire une culture d'entreprise. Pourtant, ils sont souvent utilisés de manière implicite plutôt que explicite, ce qui crée des occasions de confusion. Discutez des normes de l'équipe avec vos collègues. Il peut s'agir d'attentes concernant la manière dont nous communiquerons les uns avec les autres, le temps qu'il faut pour répondre aux courriels, la clarification des attentes en matière de tâches et de propriété au sein d'une équipe. Lorsque dans la plupart des cas, les employés peuvent résoudre les problèmes immédiatement sans passer d'abord par le manager, vous gagnez un temps précieux. Mais pensez aussi à la meilleure manière de partager l'information, la fréquence des contacts, la vision générale qui aide l'équipe à se concentrer sur l'objectif plus large, la manière dont nous informerons les uns les autres de ce que chacun fait. Tout le monde doit-il avoir les mêmes horaires, par exemple, de travail? Comment indiquer que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas? Quelle est la valeur ajoutée d'une hiérarchie stricte? Vous trouverez quelques exemples de chartes et d'accords d'équipe dans un document séparé. S'arrêter pour réfléchir aux normes de l'équipe est aussi un excellent moment pour jeter les vieilles habitudes par-dessus bord. Le changement n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui. Alors profitez-en pour passer en revue votre entreprise, votre équipe, votre département et mettre en place les meilleures pratiques. Une fois que vous avez établi ces normes, le plus important est de les mettre par écrit et de les distribuer à tous les membres de l'équipe. Il faut une charte d'équipe qui motive les gens et provoque peu de tension. C'est ainsi que vous mettez tout le monde d'accord, que vous réduisez le stress et que vous évitez les pertes de temps, par exemple parce que les gens attendent les messages des autres. Le timing est également important. Si vous ne définissiez pas correctement les attentes, vous n'obtiendrez jamais le travail escompté. Mais si vous vous concentrez trop sur les mêmes résultats, il n'y a pas assez de place pour que les employés fassent leur propre travail. Vous devez être autoritaire en ce qui concerne les critères, mais accepter ensuite que les solutions des employés soient bonnes. Les chemins de Rome sont nombreux, n'est-ce pas? Comment puis-je savoir si mon employé est productif lorsqu'il travaille à distance?
C'est la question que je reçois le plus souvent dans les ateliers de leadership sur le travail à distance. Je pourrais leur dire d'installer une caméra qui enregistre chaque mouvement de l'employé en combinaison avec un outil de surveillance d'écran qui prend des captures d'écran de leur ordinateur portable toutes les 5 minutes. Mais voudriez-vous travailler comme ça? Non. Et comme l'homme est très créatif, il commence immédiatement à penser à des moyens de battre votre outil. Donc, non, nous ne ferons pas ça. Donc, ne créez pas de règles de contrôle supplémentaires, mais dirigez-vous sur la base de la confiance. Ce n'est pas pour rien que c'est le premier élément de la pyramide de Patrick Lencioni pour le bon fonctionnement des équipes. De plus, oser donner confiance est un signe de bon leadership et cela n'est pas nouveau. Mais comment leur faire confiance si je ne sais pas ce qu'ils font toute la journée? Pour certains managers, il est difficile de faire confiance à leurs employés. Ne vous sentez pas mal si vous trouvez cela difficile. La confiance est un processus lent. Hein? Elle arrive aussi très lent. Hein? Elle n'arrive pas, elle grandit pas facilement. Le temps dira si l'on peut faire confiance à quelqu'un par ses actions, son engagement, sa loyauté, ses résultats. N'oubliez pas que la présence physique n'était pas non plus une garantie de productivité. Ce n'est pas parce que je regarde mon ordinateur que je travaille. Peut-être étais-je en train de revasser. Nous constatons en fait que les personnes qui travaillent à distance sont plus productives parce qu'elles se sentent responsables, qu'elles aiment leur travail et qu'elles veulent faire leurs preuves. La confiance des employés a généralement plus à voir avec vous en tant que leader qu'avec votre équipe et surtout avec votre direction. Avez-vous un accord d'équipe sur la façon dont vous allez travailler ensemble? Quel processus avez-vous mis en place et documenté pour montrer les progrès réalisés? À quelle fréquence communiquez-vous au niveau individuel et au niveau de l'équipe? Déléguez-vous suffisamment d'objectifs ou faites-vous de la micro-gestion des tâches? Ayez confiance dans le fait qu'une personne est capable de trouver elle-même une solution. Si l'employé a des questions, vous êtes là. Il s'agit de soutenir les employés. Maintenant que les employés ne sont plus toujours physiquement présents, il est plus difficile de les gérer en permanence. En outre, il faut comprendre que les employés ont d'autres choses en tête, car nous ne pouvons pas voir immédiatement la réalité de mon employé à distance. A-t-il mal dormi? A-t-il un rhume? A-t-il un enfant malade à la maison, etc. Mais si vous n'êtes pas clair et sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, vous serez déçu. Dire simplement qu'un certain nombre de tâches doivent être accomplies d'ici la fin de la semaine ne produit pas toujours les résultats que vous souhaitez. Après tout, un employé doit-il être présent à une certaine heure ou peut-il répartir son temps lui-même? Quelle est exactement la tâche qui doit être résolue? La réponse à ces questions doit être claire au préalable. Les managers qui sont parfois choisis sur la base de leur connaissance du contenu et de la technique ont généralement plus de difficultés avec le output management. Pourquoi? Parce que c'est précisément du contenu qu'il faut se défaire. À distance, la tâche d'un manager est de mettre les gens en relation, de construire une véritable relation avec vos employés. Vous êtes le trait d'union entre votre entreprise, votre organisation et le collaborateur. Les recherches menées par l'Américain Paul Zak, fondateur du Centre for Neuroeconomic Studies at Claremont Graduate University, montrent que la confiance est également importante pour d'autres choses sur le lieu de travail. Les employés sont plus productifs, ont plus d'énergie, travaillent mieux ensemble et restent plus longtemps dans la même entreprise. Ils souffrent moins de stress chronique
et sont plus heureux que les personnes à qui l'on fait moins confiance sur le lieu de travail. La confiance, ou plutôt le manque de confiance, était l'une des raisons pour lesquelles le travail à domicile était parfois difficile dans le passé. Après tout, que se passerait-il si vos employés à domicile se mettent soudainement à faire autre chose que le travail? Alors que les études qui mesurent la productivité d'un travailleur à distance montrent le contraire. La productivité augmente. Les employés ne vont vraiment pas passer toute la journée à regarder Netflix ou à étendre le linge à domicile. Les équipes axées sur la production ont un effet positif sur les résultats. Le directeur d'exploitation de Punch Powertrain, par exemple, a déclaré que grâce à cela, le rendement par employé avait doublé et l'absentéisme avait diminué. Les coûts du processus de production ont diminué en raison de la flexibilité accrue et de la rapidité de réaction. L'éventail des tâches fait également la différence. Les emplois où le travail de routine est important, comme les centres d'appel, ont davantage tendance à être contrôlés par les managers. Combien de temps quelqu'un est-il resté au téléphone? Tandis que les emplois où le travail complexe ou la résolution de problèmes sont impliqués ont beaucoup moins tendance à l'être. ING a supprimé la méthode de contrôle pour les travailleurs à distance dans son centre d'appel. Ils ont constaté que cela donnait aux employés du centre d'appel un plus grand sens des responsabilités, ce qui rendait les employés plus heureux sans que vous ayez à les surveiller. La confiance est donc le pilier le plus important du travail à distance. Lorsque vous donnez confiance à votre équipe, vous créez un environnement sûr qui profite à toute l'équipe. En donnant de la confiance, vous obtenez des responsabilités. Vous récoltez ce que vous semez. Un autre grand avantage de la gestion par la confiance, elle vous rend plus efficace et plus flexible. Vous pouvez changer de situation beaucoup plus rapidement si vous faites confiance à vos employés pour faire le travail eux-mêmes. S'ils sont constamment dépendants d'un manager, il y a beaucoup plus de chances qu'ils se tournent les pouces en son absence. Dans ce cas, le travail à distance produira exactement ce que vous craignez. Ils attendront que vous leur donniez une tâche. Créez la confiance, même s'il existe des règles communes qui doivent être suivies par tous de la même manière. Il est important de rester flexible, accorder plus d'attention à vos employés. Chaque employé a droit à sa vie privée et à des moments où il ne peut pas être disponible. Plus vous êtes méfiant, moins votre équipe sera motivée. La méfiance est donc l'une des principales pierres de achoppement du travail à distance. Le pilotage par la confiance implique de définir concrètement les compétences, talents de chaque personne, aussi bien techniques que comportementaux, et ceux qui sont cruciaux pour le travail à distance. Nous en avons déjà parlé dans la première vidéo. Vous devriez donc déjà avoir un bon aperçu des compétences de vos collaborateurs. Gallup a également effectué des recherches à ce sujet. Les personnes qui utilisent leurs points forts tous les jours sont 7,8% plus productifs. Lorsque les gens se concentrent sur l'utilisation de leurs talents, ils ont 6 fois plus de chances de sentir ou de se sentir liés à l'organisation. Les équipes dont les membres individuels se concentrent sur leurs points forts sont 12,5% plus productives que la moyenne. Les équipes dont le niveau d'engagement est élevé
enregistrent une productivité supérieure de 21%, un absentéisme inférieur de 37% et une satisfaction des clients supérieure de 10%. Le comportement du manager immédiat a une influence de environ 70% sur le lien que les employés ressentent avec l'organisation. Je crois vraiment à la personnalisation du travail, un cadre dans lequel le contenu de travail est déterminé par les talents uniques de chacun. Au lieu que les gens s'adaptent au travail, on prend comme point de départ les forces et les talents des employés. Le job crafting, en d'autres termes. Nous façonnons notre propre emploi et notre employé en profite. Toute carrière consiste en un travail sur mesure. Peut-être est-ce aussi l'occasion, maintenant que vous allez travailler davantage à distance, d'y réfléchir. Peut-être devrions-nous également remettre en question les rôles et les responsabilités. Peut-être devrions-nous donner aux employés de nouvelles responsabilités à distance. Les employés se sentent plus forts lorsqu'on leur confie de nouvelles responsabilités supplémentaires, comme assumer des rôles de direction, parce que les managers ont été surchargés de travail supplémentaire pour mener de nouvelles initiatives, par exemple, ou encore superviser des collègues en raison de leur expertise ou de leur expérience de travail à distance. Ces nouvelles responsabilités ont donné confiance aux employés et leur ont permis de mieux connaître leurs collègues, ce qui les a fait se sentir impliqués dans le succès de l'équipe. Valoriser les différences. Chaque membre de l'équipe est différent et apporte une contribution unique à l'équipe. Examiner ensemble la valeur qu'ils apportent à l'équipe et comment les qualités individuelles peuvent être mieux utilisées. Cela permet également aux collègues de mieux se retrouver lorsqu'ils rencontrent des problèmes. Votre comportement a la plus grande influence sur l'engagement, connectivité de vos employés. Cet élément est en soi décisif pour atteindre les objectifs. Lorsque les temps sont durs, le leadership fait la plus grande différence. Nous reviendrons plus tard sur les styles de leadership, mais j'aimerais quand même faire une halte ici pour alimenter votre réflexion. Vous pouvez lire les excellents managers travaillent sur la base des points forts dans de nombreux articles de blog sur le leadership et j'y crois fermement. Je constate également dans le cadre du coaching en leadership les effets de synergie qui en découlent. Que signifie ce travail basé sur les points forts? En tant que dirigeant, vous devez surtout créer les conditions, le cadre dans lesquels les points forts de vos collaborateurs sont abordés et développés. Cela crée un niveau d'engagement plus élevé, une dynamique d'équipe qui conduit à de meilleures performances. Le talent est la base du succès et le point de départ. Les excellents managers sont conscients de leurs propres talents et prennent leurs responsabilités pour les développer davantage. Ils comprennent et valorisent les talents et les forces uniques de chaque membre de l'équipe. Ils identifient les tâches et les activités que chaque membre de l'équipe peut accomplir au mieux. Ils aident leurs employés à comprendre, apprécier et investir dans leurs talents. Ils répondent aux besoins des membres de leur équipe pour s'épanouir. Les excellents managers se concentrent sur l'engagement, le lien entre les personnes et l'organisation. Ils accordent une attention authentique à chaque membre de l'équipe en aidant chacun à se développer et à s'épanouir dans son rôle. Ils instaurent au sein de l'équipe une culture de coopération.
de partenariat. Ils se concentrent sur l'implication de chaque membre de l'équipe et garantissent un soutien suffisant de la part des systèmes. Les éléments dont vous avez besoin pour votre travail doivent être présents. Ils se concentrent sur l'obtention des résultats escomptés. Ils fixent des objectifs et des attentes de performance claires. Ils mesurent les progrès et les résultats. Ils fournissent un retour d'information, un feedback et une orientation aux employés et à l'équipe, leur permettant ainsi de prendre des décisions et d'agir. Les 12 éléments de l'engagement sont: je sais ce que l'on attend de moi au travail, je dispose du matériel et des outils dont j'ai besoin pour faire mon travail correctement. Au travail, j'ai l'occasion de faire chaque jour ce que je fais le mieux. 4. Au cours de ces derniers jours, j'ai reçu des éloges ou de la reconnaissance pour avoir fait un bon travail. Je sens que mon responsable ou quelqu'un au travail se soucie de moi en tant que personne. 6. Il y a quelqu'un au travail qui encourage mon développement. 7. J'ai l'impression que mon opinion est prise en compte au travail. 8. La mission ou l'objectif de mon entreprise me donne l'impression que mon travail est important. 9. Mes collègues s'engagent à fournir un travail de qualité. 10. J'ai un meilleur ami au travail. 11. Au cours de ces 6 derniers mois, quelqu'un au travail m'a parlé de mes progrès. Et 12. Au cours de l'année écoulée, j'ai eu l'occasion d'apprendre et de m'épanouir au travail. Veillez à ce que chacun soit un expert en la matière. Vous vous assurez ainsi d'avoir plusieurs points de contact dans l'équipe et vous dirigez les personnes qui ont des questions vers les experts en la matière et non vers vous. Ces experts en connaissance deviennent des SPOC, Single Point of Contact, pour ce thème. Accordez une véritable attention à l'autre. Dites aux autres ce que vous faites et ce que vous pensez, y compris sur le plan personnel. Après tout, les gens apportent tous leurs êtres au travail. À distance, nous devons construire une communauté, une sorte de toile d'araignée où tout le monde est connecté à tout le monde et où nous brisons l'isolement. Nos priorités doivent être claires, la division du travail et les rôles doivent être clairs afin d'éviter la duplication du travail ou le travail que chacun pense que l'autre va le faire. Il faut également rendre visible qui fait quoi en utilisant des outils de collaboration, des outils de gestion de projet par exemple, ou de planification. J'y reviendrai plus tard. Clarté, unité, visibilité et transparence sont des mots-clés. Assurer la transparence. La transparence totale est l'une des règles du succès du travail à distance. Plus vous êtes transparent sur ce sur quoi vous travaillez, plus il y a de chances que quelqu'un vous dise « c'est intéressant et il y a quelque chose que je peux encore apporter ». Faites place à d'autres perspectives. L'innovation se nourrit de perspectives et d'expériences différentes. Partagez donc qui travaille sur quoi, comment le temps est passé, quelles ressources sont utilisées, quand vous êtes au travail et quand vous ne l'êtes pas. Le contrôle social qui existait auparavant parce que nous étions tous dans le même bureau va disparaître. Mais les gens sont des gens et les gens ont besoin de contrôle. Certains ont aussi besoin de contrôle. Allez-vous ne pas être là pendant 2 heures cet après-midi? Si nous l'avons inclus dans notre charte d'équipe, vous pouvez le faire, mais partagez-le.
Travailler avec des documents ouverts, des outils de collaboration auxquels tout le monde a accès et rendez tout transparent. Cela crée une confiance mutuelle et encourage la prise en charge, non seulement pour la transparence, mais aussi pour le sens. Il est important que vous indiquiez clairement comment le travail de votre équipe contribue aux objectifs et à la stratégie de l'entreprise. Un employé qui a le sentiment d'avoir un but est motivé. Et un employé motivé s'approprie le travail, prend des responsabilités et est prêt à en faire plus. Quelqu'un qui a le sentiment que ce qu'il fait n'a pas de sens pour les autres ou n'apporte pas de contribution sera lentement mais sûrement démotivé. Et ça ne se voit pas immédiatement à distance. Construire une bonne relation avec nos employés est un aspect essentiel de la coopération. Mais lorsque les équipes travaillent à distance, travailler ensemble demande plus d'efforts et la confiance n'est pas automatique. En travaillant ensemble dans un bureau physique, nous pouvons nous voir et nous entendre et rester informés grâce à la proximité. Si nous n'avons pas ces réunions quotidiennes, nous devons nous informer activement, les uns les autres, du travail que nous avons accompli. Quelle est la version numérique du management par walking around? Le management by working out loud. Soyez ouverts et honnêtes, même, surtout, lorsque quelque chose ne va pas ou lorsque des erreurs ont été commises. Ne faites pas de promesses vides et respectez les accords. Relevez les défis ensemble. Quelque chose ne va pas, l'équipe est confrontée à un défi ou à un conflit. Alors trouvez une solution ensemble. En impliquant vos coéquipiers, vous créez la confiance et la connexion. Nous faisons cela ensemble. Quels sont les outils dont nous avons besoin pour faire notre travail, mais aussi pour travailler efficacement à distance? Je pense par exemple à un agenda, SharePoint, OneNote par exemple, des procédures, des systèmes, des modèles, des listes de contrôle, des checklists, des budgets, des formations. Donnez aux équipes leurs propres ressources. Choisissez une approche qui correspond à la culture de l'entreprise. Soyez ouverts et surtout honnêtes. Ainsi, toutes les étapes que vous devez franchir pour gérer, piloter, guider votre équipe à distance sont: quelle est la vision et la culture de l'entreprise? Quelles sont les valeurs et l'éthique? Quels sont les objectifs individuels et d'équipe? Quelles sont les normes de l'équipe? Quel cadre a été fixé? Quelles sont les compétences, les talents de chaque personne? Quels domaines de connaissances sont présents dans l'équipe? Quelles sont nos priorités? Quelle est la répartition des tâches et des rôles? De quelles ressources et outils avons-nous besoin pour faire notre travail? Et quels sont les risques, surtout à long terme? N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus de co-création entre vous et votre équipe. Vous devez vous assurer qu'il a lieu, ce qui ne signifie pas que vous allez tout remplir tout seul dans votre tour d'ivoire. Au contraire, faites du brainstorming ensemble, impliquez-les, soyez ouverts et transparents. Tout dépend de la première position. Si en tant que leader, vous ne renoncez pas suffisamment à votre rôle de gestionnaire et ne respectez pas certaines responsabilités de l'équipe, les membres de l'équipe deviennent rancuniers lorsqu'ils sont tenus responsables de problèmes qui échappent à leur contrôle et ressentent beaucoup plus de frustration et de désillusion. Ainsi, dans la deuxième position, le manager doit lâcher prise et croire que toutes les étapes du plan d'action de la première position sont suffisantes pour laisser le travailleur autonome le faire à distance. La responsabilité de la mise en œuvre du plan incombe donc entièrement
à l'employé. Il faut lui donner l'espace, la liberté de déterminer comment il va atteindre les résultats convenus dans le cadre fixé. Ne lui dites donc pas comment il doit s'y prendre. Une fois que le collaborateur a exécuté la mission, un contrôle doit être effectué. Vient alors une question cruciale dans laquelle nous faisons la différence entre diriger face à face et diriger à distance. Où placer le moment de contrôle? En d'autres termes, qui effectue le premier contrôle? Est-ce le manager ou l'employé? Qu'en pensez-vous? À distance, l'employé doit être capable de se contrôler. Cela signifie qu'il faut donner aux employés tous les moyens de le faire. Je vous donne un exemple. Supposons que vous dirigez une équipe de maintenance. Vous avez élaboré toutes les étapes de la première position et les avez communiquées à vos employés. Et Jean fait partie de votre équipe de maintenance. Il connaît la vision, il connaît les voleurs, la culture de l'entreprise, il a une idée claire de ses compétences et de ses talents, et il connaît les accords d'équipe et il a accepté la mission de nettoyer le bureau de Sabine, pour laquelle il dispose également de tous les outils nécessaires. Lorsque Jean a fini de nettoyer le bureau, il doit se contrôler avant de passer la tâche suivante. Pour ce faire, il doit également avoir accès à ses moyens de contrôle. Quel outil de contrôle Jean pourrait-il utiliser pour se contrôler? À quoi vous pensez maintenant? La plupart d'entre nous penseront probablement maintenant à une liste de contrôle, checklist. Lorsque Jean parcourt cette liste de contrôle, il peut constater par exemple qu'il a oublié d'éteindre la lumière lorsqu'il est sorti. Celui lui permet de se corriger. En tant que manager, il ne s'agit pas non plus de diriger à l'aveugle. Les employés attendent aussi d'être reconnus, d'être appréciés pour leurs efforts. Après le premier contrôle effectué par le collaborateur, au cours duquel il doit avoir accès aux données d'analyse afin de se contrôler lui-même, il est préférable d'entamer ici un dialogue. Par exemple, Jean peut vous dire qu'il a du mal à éteindre la lumière et qu'il oublie parfois de le faire. Nous pouvons alors chercher des solutions ensemble, de manière co-créative, par exemple en plaçant des capteurs pour que cela ne fasse plus partie de la tâche de maintenance. Cela nous amène à la troisième position de notre cercle, à savoir la position check, coaché, où le manager est à nouveau en charge ou a la responsabilité. En tant que responsable de votre équipe à distance, vous devez veiller à ce que vos collaborateurs soient déployés de la bonne manière afin qu'ils aient la possibilité de se développer. Récompenser les bons comportements en montrant aux employés qu'ils se débrouillent bien et qu'ils ont la possibilité de réaliser quelque chose par leurs propres moyens. Ici aussi, nous disposons de différents instruments, tels qu'un entretien individuel, bilatéral ou d'équipe, des rapports ou des mesures de référence, des enquêtes à 360 degrés. Vous pouvez également vous informer à gauche et à droite sur pourquoi, en tant que manager, vous devriez également vous constituer un réseau de pairs, que captez-vous des signaux provenant d'autres coins en interne et en externe. Vous pouvez entrer en contact avec d'autres managers qui peuvent également vous donner leurs avis. La création de communautés à distance à plusieurs niveaux est importante car elle facilite notre travail.
plus nous aurons de liens entre nous à tous les niveaux et en nous aidant les uns les autres et en assumant des responsabilités communes et partagées, plus nous construirons une culture d'entreprise soutenue. Les îlots fonctionnant séparément en travaillant à distance sont plus susceptibles de créer des interférences et des conflits à long terme. Vous pouvez également mettre en place une rotation des postes, une rotation des tâches, des audits internes pouvant aller jusqu'à des contrôles surprises. Tous ces outils doivent faire l'objet d'un accord mutuel lors de la première étape de la planification, afin d'éviter que la confiance ne soit ébranlée par un contrôle surprise. Je dois m'y attendre en tant qu'employé. Cela nous donnera des indications supplémentaires, nous permettant de faire des ajustements, d'optimiser nos accords et tous les autres éléments qui font partie de la première position, la phase de planification. Et cela nous amène au quatrième point, quatrième position de notre méthodologie, c'est-à-dire optimiser, qui relève de la responsabilité de l'employé. La mise en œuvre de ces actions supplémentaires incombe à nouveau entièrement à l'employé et doit être laissée à l'entière discrétion du manager. De cette façon, vous vous assurez également qu'il y a une implication et que les gens réfléchissent dans le même sens, restent créatifs et surtout sont motivés. Cela peut sembler un peu difficile au début, mais n'oubliez pas que l'amélioration des performances de l'équipe est un processus continu. Donnez-vous du temps et à vous et à votre équipe et c'est étape par étape les moyens et les outils qui contribuent à la motivation, à l'efficience et à l'efficacité dans votre situation. Comment déterminer le degré de contrôle ou de liberté à accorder à vos employés? Il ne s'agit pas d'une question simple, mais d'une question très cruciale. Répondre correctement à cette question vous aidera également à déterminer le bon style de leadership que nous aborderons dans la prochaine vidéo. Par exemple, il n'est pas recommandé pour les employés qui ont peu de connaissances et qui ne sont pas motivés. La réponse à cette question comporte également plusieurs angles. Dans un premier temps, partez des différentes personnalités dont vous avez déjà pas mal de connaissances grâce au modèle Insights de la première vidéo. Chaque couleur a des besoins et des écueils différents. Par exemple, les personnalités bleues bénéficient davantage de directives et d'orientations claires. Si vous donnez trop de liberté à ces employés, ils se sentent perdus, ils sont stressés et leur productivité chute. Donnez-leur un feedback plus fréquent et plus ciblé, par exemple en clarifiant ou en simplifiant les tâches, en fournissant plus de cadres et de structures. Vous trouverez plus d'explications dans les deux aperçus d'Insights. Comment répondre-vous aux besoins des couleurs d'Insights pour qu'ils se ressentent engagés et productifs et comment faites-vous face à la perte de la structure et des routines de votre lieu de travail habituel? Comment rester productif et même s'amuser un peu? Et comment tirez-vous parti des opportunités que cette situation vous offre également? Le travail axé sur les résultats n'a aucun secret pour vous. Pensez à la construction d'une maison brique par brique. Cela semble beaucoup à mettre en place. Si vous commencez par une chose, vous mettez le processus en marche. Ne vous attendez pas à ce que tout soit réglé en quelques secondes. Si vous n'avez pas encore tout commencé, commencez par définir votre vision et demandez à votre équipe de dresser, d'ici la prochaine réunion d'équipe, une liste des accords nécessaires pour travailler ensemble de manière constructive. Il s'agit de co-création.
Alors faites travailler votre équipe sur tous ces points. Votre rôle est de faire bouger les choses, pas de tout faire. Déléguez autant que possible pour qu'ils s'impliquent et que vous progressiez plus rapidement. Comme série sur le gâteau, je vous invite à regarder la vidéo Leaders versus Managers. C'est déjà un clin d'œil à la prochaine vidéo où nous partons des styles de leadership. Veillez à remplir d'abord l'indicateur de leadership qui vous donnera un aperçu de votre style de leadership naturel. À tout de suite.